Et nous sommes donc avec Marion van Rentergem. Bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter à Vanity Fair, vous l'avez été avant longtemps pour Le Monde, et puis vous venez de publier, c'était en septembre dernier, Angela Merkel, l'OVNI politique aux éditions Les Arènes. On va parler avec vous de la chancelière qui a prêté serment ce mercredi pour un nouveau mandat de 4 ans. Est-ce que c'est la fin d'une crise pour vous ou c'est le début des ennuis, puisque on sort de 6 mois d'imbroglio politique assez inédit? Pour moi, il n'y a pas vraiment de crise politique, ni, contrairement à ce qu'on dit beaucoup, d'affaiblissement d'Angela Merkel. D'abord, on a tendance à dramatiser la faiblesse de Merkel alors qu'elle a toujours été faible, y compris lors de sa première élection en 2005, où la CDU avait un score d'1% de plus que ce qu'elle a eu aujourd'hui. Et elle était, la coalition a mis moins longtemps qu'aujourd'hui à se constituer, mais a quand même pris beaucoup de temps. Le chancelier Gerhard Schröder, à qui elle faisait face, jurait devant tout le monde que jamais elle ne serait chancelière d'Allemagne. Il y a eu une sorte de suspense. Personne ne croyait que cette espèce de bonne femme qui venait de l'Est, qui était mal habillée et qui ne savait pas bien parler, serait un jour chancelière. Donc on n'a pas cessé de parler de la faiblesse d'Angela Merkel. Et c'est ce que vous me disiez, parce qu'on compare aussi un peu trop avec notre système à nous, très centralisé, où on est peut-être moins habitué au consensus et on est habitué à avoir un chef qui chef. Là, c'est plus une culture du consensus. C'est vrai que là, il y avait une grande coalition. Et puis là, l'effet un peu dramatique, c'est que ce contrat a duré 6 mois à peu près à se mettre en place. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais je trouve qu'on dramatise sa faiblesse, qu'on minimise le rôle normatif de la constitution allemande qui rend quand même très improbable de nouvelles élections. Moi, j'y ai jamais beaucoup cru. Je pense qu'on serait arrivé éventuellement à un gouvernement minoritaire. C'est vrai que ça aurait été fragile, mais les Allemands aiment la stabilité, les partis veulent la stabilité et surtout, ce qu'on n'a pas assez pris en compte du fait que c'est pas tellement Merkel qui est affaiblie, mais le paysage politique environnant qui a changé. D'abord le paysage mondial, en grande turbulence, entre Trump, la Corée du Monde, la Corée du Nord, le djihadisme, etc. Et puis à l'intérieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des élections où est arrivé en Allemagne ce qui arrive dans beaucoup de pays d'Europe, c'est-à-dire une irruption soudaine de l'extrême droite qui a quand même traumatisé en particulier les Allemands, étant donné leur histoire, ils sont facilement traumatisés par ce genre de choses. Et il y avait de quoi, mais en même temps, c'est un phénomène européen, cette arrivée de l'extrême droite. Mais alors justement, cette arrivée de l'extrême droite, on avait un internaute sur le Figaro.fr qui commentait « Merkel a tout lâché et distribué les postes clés du gouvernement au SPD » et certains continuent à se demander pourquoi les électeurs se sont cabrés en votant pour l'AfD. Il y a un risque comme ça que l'extrême droite gagne encore du terrain avec cette coalition qui est renouvelée, évidemment. C'est certain, je pense que cette grande coalition est la moins mauvaise des solutions vis-à-vis de l'Europe, notamment parce que le premier chapitre du contrat de coalition, c'est quand même un renouveau de l'Europe. Il y a une vraie volonté commune, et notamment l'axe franco-allemand est plutôt renforcé. Maintenant, mais ça encore une fois, c'est pas un problème spécifiquement allemand, c'est la faiblesse et le déclin des grands partis traditionnels. C'est vrai que la grande coalition, c'est bien si c'est une exception. Là, ça va faire 3 fois que ça se produit. Si ça devient la règle, c'est embêtant parce que les deux grands partis s'unissent contre la multitude de petits partis qui éclosent, c'est vrai que ce n'est pas bon pour la démocratie. Maintenant, je pense qu'on a limité les dégâts avec cette grande coalition. On va s'intéresser un peu plus à la personnalité d'Angela Merkel, c'est l'objet de votre livre également. Vous écrivez, page 231, « Elle a beaucoup hésité avant de se représenter pour un 4e mandat. Pourquoi? C'est l'usure du pouvoir ?» Elle a hésité parce que, contrairement à d'autres personnalités politiques. Quand je dis que c'est un ovni, Angela Merkel, elle est ovni en beaucoup de choses. Elle est vraiment très différente des autres, d'abord par son destin, son expérience de la dictature. C'est quand même la seule des grandes dirigeantes à avoir connu l'absence de liberté. Les autres, pour eux, ce sont que des mots vides. Elle sait ce que c'est d'avoir vécu en dictature. Et donc 3, ça allait. Elle sentait qu'elle pouvait faire le mandat de trop. Elle avait l'exemple de Helmut Kohl qui en avait fait un de trop et qui avait dû démissionner à la fin. Donc elle n'était pas vraiment très partante. Elle s'en était confiée au président Hollande à l'époque, etc. Et vous le dites, c'est Donald Trump finalement qui la décide. Oui, il y avait 2 choses. Le 8 novembre, vous dites, Trump est élu, c'est ce qui la décide. Et d'ailleurs, Donald Trump est assez présent dans ce livre et dans ce portrait. Il y a le fait qu'elle avait envie, elle avait cette politique d'ouverture aux immigrés qu'elle avait assumée, elle voulait aller jusqu'au bout, on le lui a beaucoup reproché, donc elle voulait montrer mettre en place la manière dont elle avait laissé ces migrants entrer en Allemagne et dans l'Europe. Et d'autre part, c'est vrai que la vraie clé de décision pour elle, ça a été l'élection de Donald Trump, parce que
Elle, c'est une atlantiste, comme justement beaucoup de gens de l'Est qui ont rêvé de ce qu'ils ne pouvaient pas voir ni avoir, c'est-à-dire ce qui était de l'autre côté du mur. Vous dites d'ailleurs qu'elle rêve d'une retraite en Californie, parce qu'elle a toujours rêvé de l'Amérique. Elle a rêvé de l'Amérique, comme beaucoup de gens qui ont été privés de l'Ouest et à qui on a bassiné toute leur jeunesse que l'Amérique était le grand Satan, etc. Donc elle en a rêvé, et pour elle, c'était une sorte de le monde de valeurs inoxydables. C'est vrai que c'était aussi le gendarme du monde et le garant des valeurs occidentales après la Deuxième Guerre mondiale. Et tout d'un coup, l'élection de Trump, ce personnage dont toute la politique va à revers et à rebours de ces valeurs occidentales traditionnelles, l'a chamboulé peut-être plus qu'un autre dirigeant. Et elle s'est dit, bon voilà, on ne peut plus compter sur l'Amérique, on ne peut plus compter sur ce garant-là pour nos valeurs. Elle est très très attachée à ses valeurs, d'abord en tant que fille de pasteur et en tant, encore une fois, que fille de la dictature. Et elle s'est dit, j'y vais parce qu'on a besoin de stabilité. Mais alors justement, il y a un malentendu, vous le nommez comme ça dans votre livre, qui est très intéressant, puisque beaucoup, après l'élection de Donald Trump, ont prêté à l'Allemagne un rôle comme ça de pays qui va défendre en premier lieu les valeurs occidentales, mais que l'Allemagne et Merkel n'en veulent pas trop. Vous dites, l'Allemagne veut être forte, mais pas trop, parce que, vous le disiez, elle est encore traumatisée, cette Allemagne, par les années 30 et les années 40, et elle ne veut pas prendre trop de place, finalement. Oui, ça, je pense que c'est un grand malentendu que brandissent facilement l'extrême gauche et l'extrême droite en France à vouloir voir dans l'Allemagne une sorte de grand maître à penser pour tout le monde et de dominateur. C'est un dominateur économiquement parlant, ça c'est clair, c'est la première puissance économique européenne, la 4e mondiale, donc sur ce point-là, il nous domine évidemment. Mais politiquement, l'Allemagne a gardé en mémoire très vivement le souvenir de la Deuxième Guerre mondiale, et à juste titre, et ils ont une sorte d'appréhension, d'horreur absolue de ce qu'est un leader. Et donc ils ne veulent surtout pas, d'abord qu'on le leur reproche, et même pas exercer un pouvoir mondial ou quoi. Ils préfèrent rester dans l'effacement, rester les premiers économiquement, ça leur va très bien. Mais je pense qu'il y a aussi un paradoxe sur la personnalité d'Angela Merkel qui rayonne, qui est très incarnée dans le monde entier. C'est presque un people maintenant, Angela Merkel, tellement elle est connue en photo partout, et à quel point puis elle est encore une fois à la tête d'une grande puissance. Mais en fait, bizarrement, dans la réalité, c'est pas que c'est malgré elle, c'est que constitutionnellement, institutionnellement, son pouvoir est assez limité. Il est bien moindre que le président de la République française. Angela Merkel est un membre du Bundestag, elle est la chef de son parti, elle est députée, elle continue à aller tous les mois dans sa circonscription, elle distribue des tracts, elle va sur les marchés, etc. Et c'est quelqu'un qui doit répondre. Elle n'est pas jupitérienne, finalement. Elle n'est pas du tout. Et c'est le contraire du Jupiter. Je l'appelle Mercure face à Jupiter dans le livre. C'est le contraire de la jupitérienne, et non seulement elle n'a pas envie que ça change parce que ça correspond à sa personnalité, les d'une modestie réelle, c'est pas fin, c'est réel, et d'autre part ce sont les institutions qui la cadrent énormément. Elle doit répondre devant le Bundestag, devant la cour constitutionnelle et devant le Bundesrat. Et on finit avec un paradoxe, je trouve, dans votre livre. Les mots pour décrire généralement Merkel, c'est l'efficacité, la sobriété, vous venez de le dire, le pragmatisme, mais vous dites aussi c'est la seule parmi les grands dirigeants mondiaux à construire sa politique sur des valeurs plutôt que sur une stratégie. Mais alors justement, pour revenir d'un mot sur la crise des migrants, c'est quelque chose qui l'a quand même dangereusement fragilisé en Allemagne. Donc, les valeurs, d'accord, mais l'efficacité politique, le pragmatisme, on ne sait pas où il était sur cette décision. Alors là aussi, on a dit tout et son contraire, parce qu'on lui a reproché à un moment d'être trop pragmatique. On a dit, ah oui, voilà, vous calculez, parce que vous dites que pour la démographie allemande faiblissante, accueillir les migrants, vous savez que les premiers migrants qui arrivent, ce qui est exact, ce sont plutôt les classes supérieures et les plus riches, donc les médecins, les avocats. Ah, vous saviez tout ça, vous avez calculé que c'était bien pour l'Allemagne. Et puis après, on vous dit, ah, mais c'est de votre faute d'avoir accueilli les migrants, ça vous a fait perdre des voix, ça a fait monter le parti d'extrême droite. Donc il faudrait savoir, on a tout reproché à Angela Merkel, ce qui est exact à mon avis, enfin ce dont je suis sûre après avoir longuement enquêté sur sa personnalité, sa vie et ce qui la motive en politique. C'est vrai que je pense que sa singularité absolue vis-à-vis des autres dirigeants que nous connaissons dans l'Occident, c'est qu'elle n'a pas de... C'est une grande tacticienne, extrêmement machiavélique. Elle a montré encore, elle a encore tué Martin Schulz après avoir un palmarès et un tableau de chasse assez fourni en assassinat. Elle est très tacticienne, mais ce n'est pas une stratège. D'ailleurs, c'est pas une grande visionnaire non plus. En revanche, elle est portée par, là encore, par quoi son destin l'a formée, c'est-à-dire
des valeurs protestantes, elle est fille de pasteur, cette expérience de la dictature qui lui donne un goût immodéré pour la liberté et le respect de la liberté et des droits de l'homme. Et quand elle a vu ces migrants en situation de détresse humanitaire, elle n'a pas ouvert les portes de l'Allemagne, qui n'étaient pas fermées. Ça aussi, on a dit beaucoup de bêtises sur le fait que Merkel avait ouvert les frontières comme si elles étaient fermées. Elles étaient pas... Et il aurait fallu, là c'est assez pragmatique, pour fermer des frontières de l'Allemagne, vous imaginez, le déploiement de policiers, l'armée, des barbelés, etc. Et l'image que ça aurait renvoyé de l'Allemagne, c'est absolument impossible. Mais justement, cette politique des valeurs n'était pas allée trop loin et a manqué d'efficacité politique, puisque derrière, on lui a reproché, évidemment politiquement, et il y a maintenant 92 députés d'extrême droite au Bundestag. Absolument. Alors, je pense que c'est très injuste qu'elle paye ce pourquoi elle a eu raison. Elle a agi mieux que les autres. Elle a sauvé, à mon avis, l'honneur humain de l'Europe en accueillant ces gens, alors que nous avons eu des dirigeants beaucoup plus mesquins et qui ont eu des propos, je trouve, assez inadmissibles, notamment envers Angela Merkel. Je pense à Manuel Valls à Munich. Donc on lui reproche d'avoir bien agi. Et d'un point de vue pragmatique, encore une fois, les migrants, on n'y peut rien. La France n'est pas très attractive. Ils n'avaient aucune envie de venir en France. Oui, ils voulaient plutôt aller en Moi, Allemagne. j'avais été faire des reportages quand ils venaient de Budapest à Vienne. Le seul mot qu'ils avaient à la bouche, c'était l'Allemagne. L'Eldorado, c'est l'Allemagne. On veut rester en Allemagne. Donc il y avait ces centaines de milliers de personnes qui étaient chassées de Hongrie et qui voulaient venir en Allemagne. Qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle allait mettre des barbelés, les empêcher de venir. Donc elle ne pouvait absolument pas faire autrement. Et de toute façon, je pense que pour elle, la question ne se posait pas. Et que c'est la femme de valeur qui a parlé. C'est la femme des droits de l'homme. On ne refuse pas l'asile à des personnes en situation de détresse humanitaire. Merci beaucoup Marion Van Rentergem d'avoir été notre invitée. Je rappelle votre livre, Angela Merkel, l'OVNI politique. Et nous on se retrouve très vite sur le Figaro Live.